Le 1er juillet 1944, base aérienne de Hollandia, en Nouvelle-Guinée. 4 P-38, Lightning, se posent après 6h30 au-dessus du territoire ennemi. 3 pilotes descendent avec des jauges quasi vides, peut-être 50 gallons restant dans les réservoirs, tandis que le 4e appareil, piloté par un civil de 42 ans, affiche encore 210 gallons. Même mission, même météo, même avion. Et pourtant, ce pilote a consommé 200 gallons de moins que les meilleurs chasseurs du Pacifique. Le chef d'équipe, au sol, fixe sa règle de jauge, puis vérifie à nouveau. Depuis des mois, les pilotes américains font voler ces bimoteurs, exactement comme le manuel l'exige, 2200 Trmin, mélange auto-riche en suivant chaque procédure martelée depuis l'école de pilotage. On leur a appris que s'écarter de ces normes détruirait les moteurs, que voler, oversquare, forte pression d'admission avec bas régime, équivalait à un suicide aérien. Mais sur cette piste de Nouvelle-Guinée, face à des relevés de carburant qui contredisaient tout ce que l'Army Air Force tenait pour vrai en matière de gestion moteur, une question flotte dans l'air humide du Pacifique. Et si tout ce qu'on leur a enseigné sur l'art de voler était faux? La partie de dames durait depuis 20 minutes, quand on frappa à la porte moustiquaire. Le colonel Charles MacDonald leva à peine les yeux des cases rouges et noires, l'esprit encore absorbé par ses calculs de coups, tandis que la chaleur de l'après-midi écrasait leur quartier général de fortune à la base de Hollandia. En face, le lieutenant-colonel Merrill Smith était tout aussi concentré sur ce divertissement improvisé, l'un des rares dans ce coin, de Nouvelle-Guinée néerlandaise. « Excusez-moi, messieurs. » La voix portait une autorité tranquille, qui fit enfin tourner MacDonald vers l'embrasure. Un homme d'âge mûr en treillis bleu marine se tenait là, l'uniforme impeccable malgré l'humidité. « Je suis Charles Lindbergh. » La main de MacDonald se figea, à mi-chemin d'un pion. Le nom resta en suspens, comme la fumée d'un avion écrasé. Smith écarquilla légèrement les yeux, tandis que MacDonald dévisageait ce civil d'apparence banale, tentant de réconcilier la légende avec l'homme qui se tenait devant eux. Ce Charles Lindbergh, celui qui a traversé l'Atlantique en solitaire, il y a 17 ans. Le général Hutchinson m'envoie, poursuivit Lindbergh en entrant dans leur pièce exiguë. Il a pensé que je pourrais discuter avec vous des opérations de combat sur P-38. MacDonald se leva lentement, oubliant la partie. À 29 ans, il commandait le 475e groupe de chasse, mais il avait grandi en lisant le récit de la traversée atlantique de Lindbergh. Pour tout pilote américain, l'esprit de Saint-Louis était plus qu'un jalon de l'aviation. C'était le moment où le vol passait du numéro de cirque au véritable moyen de transport, et voilà que ce même pilote se tenait dans leur tente pour parler de leur quotidien de mission à travers l'immensité du Pacifique. « Bien sûr, monsieur Lindbergh, asseyez-vous, je vous prie, » dit MacDonald, en désignant une chaise pliante, puis il appela le colonel Warren Lewis. S'il était question d'opération P-38, Lewis devait être là. Le commandant du 433e escadron de chasse connaissait mieux que quiconque l'arithmétique impitoyable de leur situation. Il arriva en quelques minutes, sa combinaison encore humide de sueur, après la séance de briefing du matin, jeta un coup d'œil aux visiteurs et son maintien professionnel se fissura légèrement. « Monsieur Lindbergh, qu'est-ce qui vous amène dans notre petit coin de paradis ?» L'ironie n'échappa à personne. Si paradis signifiait hangar métallique chauffé à blanc par le soleil, tropical boue, jamais tout à fait sèche, et bourdonnement incessant d'insectes insensibles à tous les répulsifs de l'intendance,
Mais la question de Lewis était sincère. Que pouvait bien vouloir l'aviateur le plus célèbre du monde de leurs opérations de chasse? « Je suis ici pour apprendre », répondit simplement Lindbergh, « et peut-être partager quelques observations sur le vol à long rayon d'action. » Lewis s'installa sur une autre chaise pliante, et MacDonald le vit passer mentalement en mode briefing. « Eh bien, monsieur Lindbergh, notre situation est assez simple. Nous effectuons des missions qui poussent ces appareils à la limite de leur capacité. » Le colonel déplia une carte usée, l'étalant sur le bureau de MacDonald et repoussant le damier sur le côté. Son doigt suivit des trajectoires à travers des centaines de milles de bleu Pacifique parsemés de petites îles qui semblaient insignifiantes sur le papier, mais qui représentaient pour les pilotes seuls, au-dessus de l'océan sans fin, autant de points de navigation entre la vie et la mort. 6 heures, parfois 6 heures et demie, jusqu'à 7, poursuivit Lewis, d'une voix lasse, celle d'un homme qui a fait ses calculs trop souvent. Voilà ce qu'on demande à ces garçons. Des missions qui auraient été impossibles il y a 1 an sont devenues la routine. Et les marges de carburant. Il secoua la tête. MacDonald observa Lindbergh étudier la carte avec l'intensité d'un ingénieur, examinant un plan. Ses yeux clairs passaient méthodiquement d'une île à l'autre, calculant les distances avec la précision d'un homme qui pensait en termes de portée et d'endurance depuis des décennies. C'était le regard d'un pilote qui savait que le carburant n'était pas seulement un chiffre sur une jauge, c'était du temps, de la distance, et en fin de compte, la survie. Le P-38L a un rayon d'action de combat publié de 570 miles, expliqua Lewis. En pratique, nous repoussons cette limite à chaque mission. La procédure standard impose entre 2200 et 2400 tours de minute mélange auto-riche. La consommation dépasse les 100 gallons à l'heure au total. Lindbergh hocha lentement la tête, et MacDonald perçut dans son regard quelque chose non pas de la confusion, mais une reconnaissance, comme un mécanicien entendant des symptômes qu'il a déjà diagnostiqués. « Ces garçons rentrent épuisés, » reprit Lewis. 7 heures dans ce cockpit, c'est une torture, assis sur un parachute, un radeau de secours et une rame. La fatigue physique est une chose, mais la pression mentale. Il désigna encore la carte. Chaque briefing devient un calcul de carburant, quelle réserve, combien de temps sur zone, où est notre point de non-retour. MacDonald avait vu cette pression de près, de jeunes pilotes, à peine 21 ans, penchés sur leur table de planification avec règles à calcul et crayons, traçant les marges qui décideraient s'ils verraient un autre lever de soleil. Trop de bons hommes s'étaient déjà perdus non sous les balles ennemies, mais faute de carburant. Les mathématiques étaient impitoyables, tombées à court d'essence. Au-dessus du Pacifique, c'était presque toujours la fin. Et cela empire, ajouta Lewis à voix basse. Les cibles s'éloignent toujours davantage. Rabaul-Wewak. Maintenant nous parlons de missions jusque dans les Philippines. La guerre avance vers l'ouest, mais nos réservoirs, eux, ne grandissent pas, n'engendrent pas. Lindbergh m'écoutait sans interrompre, posant parfois des questions sur les réglages de mélange, le pas d'hélice ou les altitudes de croisière. Ces questions étaient nos précises, techniques révélant une connaissance des systèmes moteurs qui surprit MacDonald. Ce n'était pas un héros célèbre posant des questions de politesse. C'était un pilote qui comprenait la gestion de la puissance à un niveau que peu de combattants atteignaient. « Avez-vous essayé d'autres réglages de croisière ?» demanda enfin Lindbergh. Lewis et MacDonald échangèrent un regard. « Les instructions techniques sont très claires, » répondit prudemment Lewis. « Nous suivons les procédures de standard de gestion moteur, régime élevé, mélange riche. C'est ce qui maintient les Allison en vie. » Quelque chose changea, imperceptiblement dans l'expression de Lindbergh,
pas une contestation, mais le visage de quelqu'un qui a déjà entendu une sagesse conventionnelle, contredite par son expérience. Monsieur Lindbergh dit lentement, « MacDonald, vous avez parlé d'observation sur le vol à long rayon d'action. De quel genre d'observation s'agit-il » Pour la première fois depuis qu'il était entré, Lindbergh esquissa un léger sourire. « Seriez-vous intéressé par une démonstration pratique ? J'ai pris en main un P-38 il y a quelques jours, celui de Dick Bong. J'aimerais participer à l'une de vos missions de combat. » La demande resta suspendue dans l'air humide entre eux. MacDonald sentit tout le poids du commandement s'abattre sur ses épaules. Emmener un civil, même Charles Lindbergh, en mission de combat, comportait des risques bien au-delà des paramètres habituels, mais quelque chose dans la confiance tranquille de cet homme laissait penser qu'il ne s'agissait pas d'une simple curiosité. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda MacDonald. La salle de détente de Hollandia avait connu des jours meilleurs, encore que MacDonald ne se souvenait plus quand. Le sol de terre battue, durci par des mois de passage, un toit en palme qui fuyait sous les pluies de l'après-midi et une unique table de ping-pong servant de principal divertissement quand les pilotes ne volaient pas ou ne réparaient pas les appareils. Des ampoules nues pendaient des poutres projetant des ombres dures qui faisaient paraître chaque visage plus vieux et plus las qu'il ne l'était. MacDonald se tenait près du podium de fortune, une simple caisse retournée, et observa les 43 pilotes du 461e groupe de chasse. La plupart avaient moins de 25 ans et arboraient ce regard vide de ceux qui ont passé trop d'heures au-dessus du territoire ennemi, l'œil rivé à la jauge d'essence. Certains étaient assis sur des chaises pliantes, récupérées dans les dépôts d'autres en tailleur, sur le sol, et quelques-uns s'appuyaient contre les murs, bras croisés. « Messieurs » commença MacDonald, sa voix coupant le bourdonnement des conversations. « Monsieur Lindbergh a quelque chose à vous présenter concernant l'extension de notre rayon d'action. » Lindbergh s'avança, avec la confiance mesurée de celui qui a souvent dû convaincre des auditoires sceptiques. Il portait le même pantalon et la même chemise kaki de la marine que 2 jours plus tôt, mais MacDonald remarqua maintenant les détails qui le distinguaient d'un militaire, la montre civile, l'absence d'insigne, et surtout cette aisance naturelle des hommes qui ont passé leur vie autour des avions. Réduisez vos réglages standards de 200 tours à 1600, dit Lindbergh sans préambule. Pas d'introduction, pas de justification, juste la consigne technique qui, selon le cas, sauverait des vies ou détruirait des moteurs. Passer le mélange en position auto-lean plutôt qu'auto-riche, augmenter légèrement la pression d'admission pour compenser. Le silence qui suivit MacDonald le connaissait bien non pas de la confusion, mais le bruit mental des pilotes, essayant de concilier ce qu'ils venaient d'entendre avec tout ce qu'on leur avait enseigné. Le lieutenant Bobby Johnson, l'un des chefs de formation les plus fiables, leva prudemment la main. « Monsieur, voulez-vous dire qu'on peut descendre à 1600 tours et maintenir 30 pouces de mercure de pression d'admission ?» « C'est exact, » répondit Lindbergh. « Les économies de carburant se situent entre 50 et 100 gallons par mission, selon les conditions et la durée du vol. » Le silence s'épaissit. MacDonald scruta les visages, y lisant un mélange d'espoir et d'effroi. Espoir, car une plus grande autonomie signifiait de meilleures chances de survie et plus de flexibilité tactique. Effroi, car chaque instructeur, chaque manuel technique, chaque école de mécanique leur avait inculqué une vérité fondamentale: ne jamais voler over square. Le capitaine Jim Watkins exprima tout haut ce que tous pensaient en « Monsieur Lindbergh, ça va nous griller les moteurs. On nous a toujours dit
qu'un faible régime combiné à une forte pression d'admission provoque la détonation. On vous a mal enseigné, coupa Lindbergh d'une voix calme, mais empreinte d'une certitude absolue. La technique fonctionne parce que vous maintenez une pression d'admission élevée, tout en réduisant le régime, pas en les poussant tous deux en même temps. Associée à un mélange auto-lean, au lieu d'auto-riche, elle réduit la consommation totale à environ 70 gallons par heure. Le lieutenant Thomas Hayes, 22 ans à peine, et encore plein de l'ardeur d'un élève pilote fraîchement diplômé, fit le calcul à voix haute, 70 gallons, à l'heure contre plus de 100 maintenant. C'est presque 30% de moins, plus encore, répondit Lindbergh à une vitesse indiquée de 185 miles à l'heure. Cette méthode permet environ 6 miles parcourus par gallon. À 5h30, McDonald se tenait à côté de son P-38 Lightning, observant les équipes au sol terminer leurs inspections pré-vol, pendant que l'air tropical conservait encore un peu de la fraîcheur de la nuit. La mission du jour mettrait à l'épreuve tout ce que Lindbergh avait affirmé sur la gestion du carburant, un aller-retour de 1280 milles, qui repousserait les limites de toute planification classique. Lindbergh sortit de la tente des opérations, son équipement de vol à la main, se déplaçant avec la lente assurance de quelqu'un qui a répété ce rituel des milliers de fois. Sa combinaison empruntée lui allait à peu près, mais McDonald remarqua qu'il portait des bottes de vol civil plutôt que le modèle réglementaire. Plus révélateur encore était la précision avec laquelle il manipulait son matériel harnais de parachute, gilet de sauvetage, Mae West, masque à oxygène et trousse de survie disposée avec l'efficacité d'une longue habitude. Le temps semble favorable pour la démonstration, observa Lindbergh en jetant un coup d'œil vers l'horizon oriental où le soleil dissipait la brume nocturne. La visibilité devrait rester bonne pour la navigation et le vent est faible. McDonald acquiesça l'esprit absorbé par les calculs de carburant qu'il avait refaits 3 fois dans la nuit. Les réglages standards auraient exigé chaque goutte de la capacité interne sans aucune marge pour le combat ou les vents contraires. Si la méthode de Lindbergh ne tenait pas ses promesses, ils devraient bientôt calculer leur rapport de planée au-dessus du Pacifique. « Tommy sera ton ailier aujourd'hui », dit-il en désignant le major Thomas Maguire, 2 avions plus loin sur la ligne. « Il surveillera ta consommation de près. » Maguire leva les yeux à l'évocation de son nom et fit un signe de la main. 2e as américain au palmarès, il s'était porté volontaire pour observer les techniques de Lindbergh en conditions de combat. Si cela fonctionnait pour un pilote aussi agressif que Maguire, cela fonctionnerait pour tous. Le briefing avait été simple: patrouiller au nord-est de la base, avec possibilité d'attaques au sol, sur des dépôts japonais situés sur plusieurs petites îles. Rien d'extraordinaire selon leurs standards récents, mais la distance mettrait à l'épreuve à la fois l'efficacité énergétique et l'endurance humaine. Lindbergh grimpa dans son cockpit avec une efficacité méthodique, chaque geste mesuré. McDonald le vit passer en revue sa checklist, notant que le civil accordait une attention particulière aux configurations du système carburant. Contrairement aux procédures militaires, il régla le mélange sur auto-lean avant le démarrage et plaça les commandes d'hélice sur un régime bien plus bas que celui enseigné dans les manuels du P-38. Le démarrage se déroula normalement. Les 2, Allison V1710, rugirent à la vie, leurs turbocompresseurs sifflant jusqu'à atteindre la vitesse de fonctionnement. Mais dès l'autorisation de roulage donnée, McDonald remarqua la différence. Les moteurs de Lindbergh tournaient au plus calmement, leurs grondements plus sourds et moins agressifs que d'ordinaire. Hollandia Tower Lightning Flight demandant autorisation de décollage
transmit McDonald. Lightning Flight autorisé. Au décollage, piste 27. Vent calme, visibilité illimitée, répondit la tour. Les 4 P-38 décollèrent en formation grimpant régulièrement jusqu'à 3000 pieds en direction du nord-est. McDonald conserva ses manettes et son mélange, selon les réglages réglementaires, tout en gardant le contact visuel avec l'appareil de Lindbergh sur son aile droite. Même durant la montée, il put constater que les moteurs de ce dernier développaient la même puissance, malgré des configurations très différentes. À l'altitude de croisière, la démonstration commença véritablement. Je réduis le régime à 1600 tours, pression d'admission, 30 pouces, mélange autoline vitesse, indiqué 185 milles à l'heure, annonça la voix de Lindbergh dans la radio précise et posée. McDonald vérifia ses propres instruments. Son appareil consommait du carburant au rythme attendu, environ 52 gallons par heure, et par moteur, soit 104 au total. Mais visuellement, il constata que celui de Lindbergh volait à la même vitesse et à la même altitude, malgré des réglages moteurs radicalement différents. La première heure se déroula sans incident, la navigation, suivant exactement le plan de vol. McDonald se surprit à consulter ses indicateurs de consommation plus souvent qu'à l'accoutumée, comparant sans cesse les chiffres à ses calculs de mission. Tout correspondait aux performances prévues, ce qui rendait les affirmations de Lindbergh d'autant plus impressionnantes. Si le pilote civil parvenait réellement à économiser 30% de carburant, tout en maintenant la même vitesse de croisière, les conséquences pour les opérations dans le Pacifique seraient considérables. La voix de Maguire rompit le silence radio au bout d'1 heure et demie. Leader, ma consommation est environ 20% inférieure à la normale pour cette phase de vol. La transmission confirma ce que McDonald commençait à soupçonner. Même Maguire, tout en suivant les réglages de standard, adoptait inconsciemment une gestion plus efficiente après avoir observé Lindbergh. Voir la conservation de carburant en action influençait déjà les habitudes de vol dans toute la formation. 2 heures après le départ, ils rencontrèrent leur première situation tactique. Le renseignement signalait un possible trafic de barges japonaises près de l'île de Samate. L'observation visuelle confirma plusieurs cibles à l'ancre dans une crique protégée. Les procédures standards prévoyaient des attaques rapides, à pleine puissance, exactement le genre de manœuvre gourmande en carburant qui rendèrent les missions longue distance si risquées. Lightning Flight, ici, leader. Zone de cible en vue. Préparez-vous pour l'attaque au sol. McDonald poussa les manettes vers l'avant. Les 2 moteurs répondirent avec vigueur, la consommation bondissant à son maximum. L'attaque se déroula normalement, piquet-passe de mitraillage, multiples manœuvres défensives pour éviter la DCA. Mais McDonald remarqua que Lindbergh maintenait la formation sans difficulté, ses moteurs réagissant parfaitement aux pleines puissances, malgré sa configuration de croisière inhabituelle. L'engagement dura 12 minutes, les 4 appareils dépensant une grande partie de leurs munitions contre les barges et les installations côtières. En reprenant de l'altitude, McDonald remit ses moteurs sur les réglages de standard de croisière longue, portés tout en surveillant le carburant restant. La phase de combat avait consommé le carburant attendu. Il lui restait environ 60% pour le retour. Leader contrôle de carburant, transmit-il. 2,60% restant, répondit Maguire. 3,58. 4,72% restant, annonça calmement Lindbergh. McDonald vérifia 2 fois sa radio, certain d'avoir mal entendu. 72%. Après 2 heures de vol et 12 minutes de combat, Lindbergh avait encore près des 3/4 de son plein. Ces chiffres défiaient tout ce qu'il savait de la consommation du P-38. Répété carburant restant
demanda-t-il. « Confirmé 72 p.100, répondit Lindbergh. « Consommation moyenne en croisière, environ 70 gallons par heure au total. Les mathématiques ne mentaient pas, tandis que McDonald avait brûlé environ 200 gallons pendant la première partie de la mission. Lindbergh n'en avait consommé que 140 pour la même distance et la même durée. La réduction de 30% annoncée lors du briefing venait d'être prouvée et l'avoir démontrée en conditions de combat transformait une théorie en réalité opérationnelle. Le vol de retour confirma encore les résultats. Tout en gardant la même vitesse et la même altitude, Lindbergh continua de consommer beaucoup moins de carburant que les réglages standards. Lorsque Hollandia apparut enfin à l'horizon, McDonald calculait des marges de carburant presque luxueuses, un sentiment inconnu dans leurs missions habituellement tendues à la minute près. L'atterrissage révéla l'ampleur complète du succès de la démonstration. Les équipes au sol commencèrent aussitôt à mesurer le carburant à l'aide de jauges étalonnées pour déterminer la consommation exacte de chaque appareil. McDonald était revenu avec 18% de carburant suffisant pour achever la mission, mais offrant peu de marge pour un imprévu. Lindbergh descendit de son poste avec encore 34% dans les réservoirs. Le scepticisme se fissura d'abord parmi les mécanos. Le sergent technique, Mike Kowalski, travaillait sur les moteurs de P-38 depuis avant Pearl Harbor, et il comprenait la consommation comme un banquier comprend l'intérêt composé par l'observation quotidienne et méticuleuse de chiffres qui ne mentent jamais. Quand le Lightning de Lindbergh revint systématiquement de mission avec des relevés de carburant, contredisant tous les manuels que Kowalski connaissait, le vétéran commença à poser des questions qui traversèrent la hiérarchie militaire. « Colonel McDonald, dit Kowalski, après la 5e mission consécutive, où la consommation de Lindbergh était inférieure d'environ 30% au taux standard, soit ceux civils à des moteurs magiques, soit tout ce qu'on nous a appris sur les réglages de croisière, est faux. » McDonald se surprit à hocher la tête de plus en plus souvent au fil de ses conversations. Les preuves s'accumulaient avec une précision mathématique qu'on ne pouvait plus écarter ni expliquer autrement. Mission après mission, Lindbergh revenait avec des quantités de carburant qui auraient dû être impossibles au regard des distances parcourues et du temps passé en vol. Plus significatif encore, ces moteurs ne montraient aucun signe des dommages que la doctrine militaire prédisait pour une utilisation oversquare. La résistance des pilotes fut plus tenace que les preuves mécaniques. Le lieutenant Hayes, qui s'était porté volontaire pour essayer la technique de Lindbergh lors d'un vol d'entraînement, revint visiblement secoué par la pression psychologique de faire tourner des moteurs dans des réglages qui contredisaient tout ce qu'on lui avait enseigné. « Ça m'a paru faux tout le temps, monsieur », rapporta-t-il à McDonald, comme si j'attendais que quelque chose explose. Pourtant, Hayes signala une consommation proche de celle annoncée par Lindbergh, environ 73 gallons par heure au total, contre plus de 100 gallons auparavant. Les jauges de carburant du lieutenant ne se souciaient pas de son inconfort psychologique. Elles enregistraient simplement la réalité mathématique d'une meilleure efficacité. Le major Peterson incarna la dernière résistance de l'ancienne école face à la nouvelle méthode. Vétéran de missions au-dessus de positions japonaises fortement défendues, Peterson avait survécu en respectant des procédures qui avaient maintenu ses appareils en vol lorsque d'autres avaient tenté le diable. « Monsieur Lindbergh, dit-il lors d'une discussion particulièrement vive dans l'attente des opérations, vous nous demandez de mettre notre vie en jeu en suivant des techniques qui contredisent tout ce que nous savons de la gestion moteur. » La réponse de Lindbergh eut le ton patient de quelqu'un habitué au scepticisme technique.
Major, répondit-il. Ce que vous savez de la gestion moteur vient d'une formation conçue pour des besoins opérationnels, différents, vol court, puissance maximale et marge de sécurité, conservatrice, adaptée à l'entraînement. Il désigna le tableau de planification couvert de routes s'étendant sur des centaines de milles au-dessus d'un océan vide. Ces missions exigent des techniques d'efficacité qui ne font pas partie du cursus militaire standard, expliqua Lindbergh. La percée se produisit lors d'une mission vers Wewak le 28 juillet. MacDonald avait prévu l'attaque en formation sur des installations de ravitaillement japonaises, mais le renseignement signalait une forte présence de chasseurs ennemis, le type de combat aérien prolongé qui mettrait à l'épreuve tous les paramètres de performance d'un appareil. Ce jour-là, Lindbergh vola sur l'aile de Maguire, se plaçant de façon à ce que le pilote de chasse, le plus expérimenté de l'escadron, puisse observer ses techniques en situation réelle. Le profil de mission prévoyait un transit de 400 miles jusqu'à la zone cible, suivi d'engagements, RR possibles, d'attaques au sol, puis du vol de retour. C'était exactement le type d'opération complexe où la gestion du carburant pouvait faire la différence entre succès et catastrophe. Ils rencontrèrent les appareils japonais, comme le renseignement l'avait prédit, une formation de bombardiers en piqué, Mitsubishi Ki-51, escortés par des chasseurs Zero, approchant Wewak par le nord-ouest. L'engagement débuta selon les tactiques standards, prise d'altitude, attaque coordonnée, manœuvres agressives pour obtenir la position de tir. Mais à mesure que le combat tournoyant s'éternisait, la consommation de carburant devint un facteur critique pour chaque pilote. MacDonald observa la bataille aérienne avec la précision détachée d'un commandant qui en avait déjà trop vu. Les P-38 manœuvraient face aux chasseurs japonais, dans une partie d'échecs tridimensionnelle, où chaque décision à la fraction de seconde décidait de la survie. Les pilotes jonglaient instinctivement entre la dépense de munitions, le rythme de consommation et le positionnement tactique, tout en encaissant plusieurs jets dans leurs virages serrés. Le chef de formation japonais, plus tard, identifié comme le capitaine Saburo Shimata, faisait preuve de l'audace caractéristique des premiers as du Zero. Son avion traversait les défenses, avec une précision qui trahissait des centaines d'heures de combat, forçant les Américains à répondre par des puissances maximales et donc à brûler leur carburant à un rythme bien supérieur à la croisière. La voix de Maguire grésilla dans la radio pendant une brève accalmie, multiples bandits. Munitions faibles, carburant devient un facteur. C'était exactement le genre de situation qui séparait les vétérans aguerris de ceux qui n'avaient pas encore appris à gérer plusieurs crises simultanément. Munitions, carburant, capacité, ennemi, distance à la base et conditions météo, tout devait être évalué instantanément sans perdre conscience de la situation en 3 dimensions. L'avion de Lindbergh évoluait dans la mêlée, avec le même contrôle précis qu'en vol de croisière, aucun geste superflu, aucune poussée inutile, un positionnement constant qui montrait une parfaite maîtrise du P-38. Quand l'appareil endommagé de Shimata fonça droit sur lui dans ce qui semblait être une attaque d'éperonage, la réaction de Lindbergh fut immédiate et décisive. Le bref affrontement se termina par le Zero de Shimata, plongeant en vrille vers l'océan traînant, fumée et débris. Lindbergh venait de remporter sa première et unique victoire aérienne de la guerre. Mais la portée de cet exploit allait bien au-delà d'un duel. Il venait de prouver que des techniques de croisière économes en carburant ne réduisaient en rien l'efficacité au combat, à condition d'être appliquées par des pilotes comprenant à la fois la gestion moteur et la tactique. Le vol de retour
apporta la confirmation finale de la valeur pratique de la méthode. La formation de McDonald avait passé plus de 8 heures en l'air, incluant de longues manœuvres à pleine puissance. Une planification standard aurait laissé la plupart des pilotes envisager des atterrissages d'urgence, voire un amérissage en cas de vent contraire. Au lieu de cela, ils se posèrent à Hollandia, avec des réserves de carburant presque confortables. McDonald atterrit avec assez d'essence pour 1 heure de vol supplémentaire. Maguire, qui avait expérimenté des réglages modifiés durant la mission, signala une marge similaire. Mais les jauges de Lindbergh affichaient encore des quantités qui semblaient impossibles assez de carburant pour presque 2 heures de vol supplémentaires. Les inspections post-vol confirmèrent de l'absence totale de dommages moteurs, d'usure anormale ou de problèmes mécaniques liés à l'utilisation over-square. L'examen détaillé de Kowalski révéla même que les moteurs de Lindbergh montraient légèrement moins d'usure que ceux des appareils, réglés selon les normes habituelles, preuve que ces techniques de croisière efficaces pouvaient non seulement économiser le carburant, mais aussi prolonger la vie des moteurs. La nouvelle du succès au combat se répandit dans le 461e groupe de chasse à la vitesse de toutes les informations militaires importantes. Lindbergh avait démontré une efficacité énergétique exceptionnelle dans les conditions opérationnelles, les plus exigeantes, prouvé son efficacité au combat face à des pilotes ennemis expérimentés et ramené un appareil dont l'état contredisait toutes les mises en garde concernant les dommages liés au régime Oversquare. Le soir même, le major Peterson s'approcha de McDonald avec le respect réticent de celui dont le scepticisme professionnel venait d'être vaincu par des preuves irréfutables. « Colonel, je souhaiterais la permission d'essayer les techniques de M. Lindbergh lors de la patrouille de demain. » Le barrage venait de céder. En moins d'1 semaine, tous les pilotes de l'escadron expérimentaient les réglages à bas régime et les mélanges Autoline. Les résultats correspondaient exactement aux prévisions de Lindbergh, 30% d'économie de carburant, portée accrue et aucun problème mécanique en dehors de ceux que l'ancienne doctrine aurait pu prédire. McDonald comprit qu'ils venaient d'assister à bien plus qu'une simple démonstration technique. Ils avaient vu le savoir institutionnel, remis en cause puis renversé par des preuves impossibles à ignorer. En août 1944, la transformation était complète. Ce qui avait commencé comme la suggestion controversée d'un civil était devenu la procédure standard dans toutes les unités de P-38 du théâtre Pacifique. Les manuels de vol furent révisés à la hâte, les ordres techniques réécrits, et les instructeurs se retrouvèrent à enseigner des méthodes qui contredisaient tout ce qu'ils avaient eux-mêmes appris pendant leur formation. La révolution institutionnelle s'était opérée à une vitesse stupéfiante, portée par des résultats que les commandants ne pouvaient plus contester. McDonald se tenait dans l'attente des opérations, observant les cartes de mission affichant des itinéraires impensables, quelques mois plus tôt, des raids de 950 miles jusqu'à Balikpapan, des patrouilles étendues au-dessus de la mer de Célèbes, des missions d'escorte qui repoussaient les limites du P-38 au-delà de tout ce que la doctrine précédente jugeait possible. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, avec une précision mathématique, rayon d'action passé de 570 à 750 miles consommation, réduite de 30%, durée de mission augmentée de 40%. Le colonel Lewis s'approcha avec les derniers rapports opérationnels, affichant la satisfaction tranquille d'un officier dont les problèmes tactiques venaient d'être résolus par une innovation inattendue. Le 472e escadron a mené hier une mission d'escorte de 8 heures vers Bornéo, annonça-t-il. Formation complète, aucune urgence, carburant réserve suffisante pour le combat au-dessus de la cible.
la signification n'échappa pas à MacDonald. 4 mois plus tôt, les missions de 8 heures relevaient de la théorie. Elles étaient désormais des opérations de routine, planifiées, avec confiance, plutôt qu'avec désespoir. La transformation psychologique accompagna le progrès technique. Les équipages ne calculaient plus leur marge de carburant, avec la précision lugubre de ceux qui s'attendaient à mourir faute d'essence au-dessus du Pacifique. Le sergent technique Kowalski était devenu un expert inattendu des nouveaux procédés, formant des équipes de maintenance dans tout le théâtre Pacifique sur les réglages de mélange et la gestion de puissance permettant d'optimiser la consommation. Ces rapports d'entretien montraient systématiquement des moteurs dont l'état égalait ou surpassait les standards habituels, réfutant définitivement des décennies d'avertissements sur les dangers du oversquare. Colonel rapporta Kowalski lors d'un briefing régulier, les moteurs utilisés selon les réglages de M. Lindbergh présentent en réalité moins d'usure que ceux opérés avec les réglages de croisière standard. Des températures de combustion plus basses, moins de contraintes mécaniques et une meilleure atomisation du carburant prolongent leur durée de vie au lieu de la réduire. Cette validation technique allait bien au-delà d'une simple constatation mécanique. Elle démontrait que le savoir institutionnel, codifié dans les manuels d'instruction et transmis par la formation militaire, pouvait être fondamentalement erroné sur des principes opérationnels essentiels. Les implications allaient bien au-delà de la simple consommation de carburant. Elles touchaient à la manière dont les institutions militaires évaluaient et adoptaient de nouvelles informations. Le lieutenant Hayes, devenu l'un des plus fervents défenseurs des techniques de Lindbergh, avait déjà accumulé plus de 200 heures de vol selon ses méthodes. Son carnet de bord documentait des économies de carburant si constantes qu'elles se traduisaient en avantages tactiques mesurables sur le terrain. « Monsieur, dit-il à MacDonald lors d'un débriefing, la patrouille d'hier vers Halmahara aurait été impossible avec les anciens réglages de croisière. Nous avons volé 9 heures affronté l'ennemi au-dessus de la cible et atterri avec encore 1 heure d'autonomie restante. L'élément humain s'était montré aussi adaptable que les systèmes techniques. Les pilotes, d'abord inquiets, à l'idée de mission de 9 heures, découvrirent que le bruit et les vibrations, réduits à bas régime, diminuaient en réalité la fatigue pendant les longs vols. Le confort du cockpit, sans trouver à améliorer les besoins en oxygène, restèrent maîtrisables, et la pression psychologique liée au calcul du carburant tomba à un niveau supportable. Le major Maguire émergea comme le plus efficace des défenseurs de la méthode parmi les pilotes de chasse. Sa réputation faisait autorité dans toute la communauté et son approbation des techniques de Lindbergh influença rapidement plusieurs escadrons. L'ancienne manière de penser la gestion du carburant nous tuait, déclara-t-il lors d'une réunion de chefs d'escadron, pas par défaillance mécanique, mais par les limites que nous nous imposions, nous empêchant d'atteindre des cibles qui auraient dû être à notre portée. Les conséquences stratégiques devinrent bientôt évidentes. Les planificateurs de mission réalisèrent que les unités de P-38 pouvaient désormais frapper des objectifs jusque-là réservés aux bombardiers à long rayon d'action. Des installations japonaises autrefois hors de portée des chasseurs devinrent soudain accessibles à des formations capables de voler près de 10 heures tout en conservant des réserves suffisantes pour le combat. L'équilibre tactique du Pacifique s'en trouva modifié. Les chasseurs américains avaient désormais une portée opérationnelle à la mesure de l'immensité océanique du théâtre. La nouvelle de cette révolution énergétique se répandit rapidement par les canaux informels reliant les pilotes de P-38 à travers tout le Pacifique. Des commandants d'escadrons d'Australie aux Aléoutiennes demandèrent des exposés détaillés sur les techniques de croisière permettant d'étendre leurs capacités
opérationnel. Le réseau officieux de communication entre pilotes diffusait l'information technique plus vite que les canaux militaires officiels. MacDonald reçut même des demandes d'unités du théâtre Chine-Birmanie-Inde, où les pilotes de P-38 faisaient face aux mêmes limitations de portée sur des terrains tout aussi périlleux. Les méthodes que Lindbergh avait démontrées au-dessus du Pacifique se révélèrent tout aussi efficaces au-dessus de l'Himalaya et des jungles birmanes, prouvant que les principes d'efficacité énergétique transcendaient les environnements opérationnels. À la fin de 1944, les escadrons d'entraînement aux États-Unis avaient intégré ces nouvelles procédures dans leur programme d'instruction. Les jeunes pilotes, rejoignant le front du Pacifique, maîtrisaient déjà des techniques que leurs aînés avaient dû apprendre au prix d'essais dangereux en territoire hostile. La courbe d'apprentissage institutionnel, autrefois de plusieurs mois de combat, s'était compressée en quelques semaines d'enseignement systématique. Les rapports opérationnels qui s'accumulaient dressaient un tableau sans équivoque. Le taux de survie des pilotes augmenta sensiblement à mesure que les urgences carburant diminuaient. Les taux de réussite des missions s'améliorèrent, les formations pouvant rester plus longtemps sur leur zone d'attaque. Des objectifs ennemis autrefois protégés par la distance devinrent vulnérables à des frappes régulières de chasseurs désormais capables de les atteindre avec une marge de sécurité. Le départ de Lindbergh de Hollandia en août 1944 marqua la fin de sa participation directe aux opérations du Pacifique. Mais son apport technique continua d'influencer l'efficacité au combat durant tout le reste de la guerre. Il laissa derrière lui une génération de pilotes et de mécaniciens comprenant des principes de gestion énergétique qui allaient nous servir de base au développement de l'aviation à réaction de l'après-guerre. La leçon institutionnelle dépassait l'aviation. Elle posait la question plus large de l'innovation et de la doctrine militaire. La percée du P-38 en matière d'économie de carburant avait démontré que la sagesse conventionnelle, même soutenue par des années de formation et de documentation technique, pouvait être fondamentalement erronée sur des principes essentiels, et la rapidité avec laquelle les nouvelles techniques remplacèrent les anciennes montrait qu'une armée pouvait s'adapter très vite lorsqu'on lui présentait des preuves impossibles à réfuter. Le rapport final de MacDonald au haut commandement quantifia la transformation en des termes clairs pour les stratèges, rayons d'action augmentés de 31%, consommation réduite de 30%, durée de mission accrue de 40%. Ces chiffres se traduisirent en avantages tactiques concrets qui influencèrent la planification aérienne dans tout le théâtre du Pacifique et établirent des précédents pour les opérations de chasse longue distance poursuivies jusqu'à la guerre de Corée et au-delà. Ainsi, la révolution silencieuse, née de la suggestion d'un civil d'essayer d'autres réglages moteurs, avait fondamentalement transformé la manière dont le plus important chasseur américain opérait dans le plus vaste théâtre de guerre du monde. La leçon à la fois simple et profonde tenait en une phrase. Parfois les experts se trompent, et parfois économiser du carburant, c'est gagner des batailles.